et bienvenue sur la chaîne Investir au féminin. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Judy. Salut Judy! Salut, merci les filles. Et on va aborder une thématique très très intéressante puisqu'on va parler d'auto-édition aujourd'hui. L'auto-édition, on en entend beaucoup parler en ce moment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'écriture d'un livre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est en fait l'auto-édition ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. C'est quelque chose qui arrive, on va dire, depuis une dizaine d'années, en tout cas en France, de manière vraiment importante. Jusque-là, les auteurs qui voulaient écrire un livre, que ce soit de la fiction, un roman ou un livre effectivement plutôt axé essai ou business, étaient obligés de passer par un éditeur, donc par cette structure d'édition qui leur permet de fabriquer le livre et de le diffuser ensuite et de le vendre. Et on voit que depuis du coup une dizaine d'années, voire un peu plus, mais ça se concentre vraiment sur ces 10 dernières années, il y a une augmentation des plateformes d'auto-édition qui permettent en fait à des auteurs de ne pas passer justement par des structures d'édition et donc de faire eux-mêmes leur livre, donc de le fabriquer et de le commercialiser tout seul sur Internet, sur leur site, auprès de leurs proches, sans passer effectivement par les services d'un éditeur comme on le faisait auparavant. Du coup, tu mets en comparaison les maisons d'édition et l'auto-édition, ou en concurrence, je ne sais pas si on peut appeler ça en concurrence aussi. Qu'est-ce qui fait que la personne s'orienterait vers l'auto-édition ? C'est quoi les avantages en fait à passer par ce système-là ? Alors effectivement, la question elle est bonne, surtout l'idée de concurrence. En fait, pour moi, il n'y a pas de concurrence vraiment entre la maison d'édition et l'auto-édition. D'abord parce que, aujourd'hui, l'auto-édition reste quand même minoritaire, même si elle amène de plus en plus de personnes à se questionner autour de ça. L'édition est encore le chemin le principal, on va dire, pour accéder à la publication d'un livre. Mais il n'y a pas de concurrence dans le sens où on est quand même sur deux systèmes différents, deux publics différents aussi. C'est-à-dire qu'en édition, on va toucher effectivement plutôt les libraires, puisqu'il y a aujourd'hui tout un système de distribution du livre qui est fait autour de l'édition et du libraire. En auto-édition, on va toucher beaucoup de gens, notamment sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur toutes les nouvelles technologies, les nouveaux canaux de communication. Ce qui fait que pour moi, actuellement, il n'y a pas vraiment de concurrence. Ce qu'on voit aussi, c'est que, ça c'est marrant, il y a des éditeurs en fait qui vont aller chercher sur Internet, chez les gens qui ont déjà des communautés, des futurs auteurs. Okay. Alors du coup, ça c'est assez marrant parce qu'on se rend compte que finalement, il ne s'agit pas d'avoir un seul chemin. Les éditeurs sont très curieux, très attentifs en fait à ce qui se passe sur les réseaux. Donc ils peuvent aussi aller piocher leurs futurs auteurs parmi ces gens. Après, si on parle d'avantages, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux systèmes. Pour moi, l'avantage principal de l'auto-édition, c'est que ça permet déjà de développer des nouvelles compétences, d'apprendre des choses parce qu'on mène un projet entrepreneurial finalement de A à Z. Donc, on développe de nouvelles compétences, on prend confiance, etc. L'autre avantage, c'est qu'on n'a pas de moule éditorial, de ligne éditoriale. Quand on est dans une maison d'édition, l'éditeur a des collections, il a une charte graphique, il a tout un tas de choses qui font que d'un livre à l'autre, on va retrouver les mêmes éléments. C'est le concept des collections. Ce qui fait que si on ne rentre pas tout à fait dans ces cases, soit on est obligé de dénaturer un petit peu le projet, si je puis dire, soit du coup de se conformer malgré nous à un certain nombre d'éléments. L'auto-édition, ça permet du coup une plus grande liberté dans le projet de livre, dans le texte, dans la fabrication. Et il y a aussi une notion de temps. Alors, c'est assez flexible, évidemment. Il y a des éditeurs qui ne vont pas du tout être à cheval là-dessus, mais en général, quand un éditeur choisit un texte pour le publier, il a en tête une date de publication, une date de sortie. Et donc, dans ce temps-là, c'est beaucoup plus difficile pour un auteur. Il va être obligé de se conformer en fait au planning de l'éditeur. Ah oui. De rendre son texte à un temps donné, de rendre ses corrections à un temps donné. Et du coup, il n'est pas flexible là-dessus. L'auto-édition, ça permet quand même d'avoir plus de temps pour soi et de gérer son projet différemment. Oui, il y a un côté pervers à ça, c'est que des fois, on peut aussi se laisser déborder par d'autres projets du quotidien et ne jamais arriver à la publication. Mais quand même, la flexibilité, je pense que c'est quelque chose d'important.
Et la dernière chose qui peut compter dans l'auto-édition et qui va forcément intéresser les entrepreneurs qu'on est aussi, c'est que les marges sont plus importantes. L'éditeur, puisqu'il a une structure d'édition, des gens à rémunérer, des frais fixes, des coûts d'impression, des choses comme ça, ne reverse à l'auteur que 7 à 10% du prix d'un livre. Donc, c'est pas énorme. Ça, je veux dire, sur un livre à 20 €, l'auteur, il récupère 2 € et encore, c'est 2 € brut. C'est pas énorme. Chiffre d'affaires. Ouais, voilà. En auto-édition, certes, on ne bénéficie pas de la visibilité de cet éditeur. Par contre, sur le prix de vente du livre, on peut récupérer peut-être 7 à 10 € peut-être du prix du livre. Donc, c'est vraiment une marge totalement différente. Et voilà, de ce point de vue-là, effectivement, c'est plus intéressant l'auto-édition. Ok, génial. Alors, si on revient juste sur l'aspect concret, parce que là, donc, du coup, on parle d'écrire un bouquin. Et quand on passe par une maison d'édition, le bouquin, clairement, il se retrouve dans les grands magasins qu'on connaît. Donc, les libraires, ça peut être aussi la Fnac, ça peut être, je sais pas, Cultura, etc. C'est ça? C'est ça. Et par contre, du coup, quand tu es en auto-édition, tu peux pas viser ces magasins-là. C'est pas possible. Alors, on peut, mais c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, le système traditionnel tel qu'il est fait aujourd'hui permet aux éditeurs, à travers ce qu'on appelle des distributeurs, de vendre leurs livres en librairie, en Fnac, sur Amazon, en tout cas sur tous les commerces de livres. En auto-édition, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, on n'a pas accès à ces fameux distributeurs. Parce que les volumes sont trop petits, parce que c'est aussi des frais importants que de passer par un distributeur. Donc, en général, on ne peut pas y avoir accès. En revanche, aujourd'hui, il y a des plateformes qui se sont développées et qui permettent de référencer quand même ces livres-là. Donc, ça veut dire que, par exemple, il y a une plateforme, je pense à Books on Demand, Librinova, The Book Edition. Enfin, voilà, il y a plusieurs sites comme ça sur lesquels, en fait, vous allez publier le livre et qui va se retrouver référencé chez les libraires, donc commandable. Ça ne veut pas dire qu'ils seront en magasin, ça veut dire que les libraires pourront les commander. Ok. Ah oui, donc s'il n'a pas le public visé, que par exemple le libraire il habite dans une ville où il n'y a que des anciens qui lisent pas du tout, par exemple des livres de business, qui lisent plutôt des romans, et ben il va pas le commander ton bouquin. Si toi non, il va pas le commander, il l'aura pas en magasin. C'est pas quelque chose sur lequel les gens vont tomber comme ça par hasard en se baladant. Donc, c'est plutôt la personne qui vient dans le magasin et qui dit est-ce que vous avez ce bouquin, et il va dire oui, je l'ai parce que je peux le commander sur ces plateformes, quoi. Okay. C'est ça. J'ai une autre question pour toi. Donc là, aujourd'hui, on est dans une communauté, donc Investir au féminin, d'investisseurs et d'entrepreneurs. Eux aussi, il y a des femmes qui nous suivent et des hommes. Et du coup, l'idée, c'est derrière tout ça de développer un business peut-être. En quoi écrire un bouquin, ça peut nous aider à développer le business, hormis peut-être toucher les royalties que tu vas faire, enfin la marge que tu vas faire sur le bouquin. Est-ce que ça peut t'aider sur d'autres points? Ça, c'est ma question préférée parce que c'est celle sur laquelle j'ai eu le plus d'idées. Top. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. J'en ai noté plein. Non, la première chose pour être sérieuse, c'est que d'abord le livre, ça peut être le point d'entrée, le point d'accès d'une personne sur le travail qu'on fait. C'est-à-dire que quand on vend des formations, des séminaires, je sais pas moi, des accompagnements à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, c'est pas un investissement que les gens font de manière anodine, ils ont besoin d'y réfléchir, etc. Tandis que quand on a un produit qui fait entre 20 et 30 euros, qui est finalement abordable pour tout le monde, voilà, c'est quand même un budget que tout le monde peut mettre dans un livre. Ça permet à cette personne finalement de nous découvrir, d'avoir accès à qui on est, à une partie de notre travail, et si elle est convaincue derrière, peut-être qu'elle investira d'autant plus pour travailler avec nous. Ça, c'est quand même un truc qui est assez important parce qu'il faut créer du lien avec les gens. Et même si on le fait peut-être à travers nos réseaux ou autre chose, il y a besoin de quelque chose un fil conducteur, quelque chose d'un peu intime pour inciter la personne du coup à acheter auprès de nous. Ce qui peut être lié à ça aussi, c'est le fait que quand on publie un livre, quelque part on inspire confiance. Alors je ne sais pas si on gagne en notoriété, mais en tout cas du coup on prouve notre expertise dans un domaine. C'est-à-dire que
dans l'esprit des gens, tout le monde ne sort pas un livre, tout le monde ne peut pas être auteur. Donc on se dit que si un livre sort, c'est que son auteur a probablement des choses pertinentes à partager. Alors bon, c'est pas toujours le cas, mais dans l'esprit des gens, c'est ce qui se passe en fait. Donc écrire un livre dans l'esprit des gens veut dire, ok, cette personne, elle a une valeur qu'elle va me transmettre, quelque chose qui est peut-être plus intéressant, plus pertinent que d'autres. Donc il y a cet aspect-là aussi qui peut jouer. Après, bien sûr, écrire un livre, c'est différent que de convaincre quelqu'un à l'oral ou à travers une vidéo. C'est-à-dire que le lecteur, quand il lit un livre, il prend son temps, il réfléchit, il fait des pauses, il prend du recul sur ce qu'il lit. Donc on ne va pas écrire n'importe quoi non plus. Il faut que dans le livre, il y ait quand même du contenu, quelque chose de véritablement pertinent et intéressant. Ok. Ce que j'avais pu imaginer aussi, c'est que trouver un nouveau client, c'est aussi finalement déclencher quelque chose chez lui. Une prise de conscience, un changement de point de vue, un déclic. Et ça, à travers un livre, c'est beaucoup plus facile à faire parce qu'on va raconter quelque chose, on va raconter une histoire, on va se mettre à sa hauteur. Et donc, le déclic, il peut venir aussi de ça. Et c'est quelque chose qui est assez flagrant. On se rend compte à la lecture de certains bouquins, que ce soit en IMO, en business et tout, qu'en fait, il y a un vrai déclencheur à la lecture. On se dit « Ah, mais cette personne-là, en fait, avant d'être telle qu'elle est aujourd'hui, elle était comme moi. » Et tout ce parcours qu'elle raconte, du coup, dans les détails, ça permet vraiment de déclencher quelque chose et donc de trouver finalement une solution pour changer notre vie et donc accéder au contenu global de ce que propose la personne. Ouais, sympa. Au-delà de ça, ça peut permettre de gagner confiance. Alors, parce que gagner la confiance d'un client, c'est quelque chose, mais gagner confiance en soi, bon, on le sait, hein, c'est un chemin du combattant. Écrire un livre, puisqu'on l'a dit, c'est un long chemin. C'est aussi une très bonne manière de faire le point sur tout ce qu'on a fait, avec beaucoup de recul. Parce qu'il ne s'agit pas, effectivement, avec tous les exercices qu'on fait au quotidien, de noter nos objectifs, de voir où on en est, etc. Là, on prend du recul sur plusieurs années, bien souvent. On fait le point sur ce qui s'est passé sur du très long terme et pas sur quelques mois ou un an. Donc ça permet d'analyser les petites erreurs qu'on a pu faire, les petites erreurs de parcours et aussi les réussites qu'on a eues, mais vraiment sur une vision très large des choix de notre vie finalement, parce que ça peut aller jusqu'au choix de nos études ou à l'éducation qu'on a eue. Enfin vraiment, ça peut aller très très loin et c'est plus facile à faire quand on est sur un projet de livre où on écrit sur du long terme que sur une vidéo ou une formation finalement très courte. On parle du coup soit d'édition, soit d'auto-édition, mais est-ce qu'on peut faire les deux pour un même livre ou au contraire on ne peut pas? Non, on ne peut pas. On ne peut pas dans le sens où si vous avez un contrat avec un éditeur, c'est lui qui vend votre livre, c'est lui qui détient les droits. Ça, c'est important, c'est-à-dire que vous n'êtes plus propriétaire de votre texte à partir du moment où vous signez avec un éditeur. Il a le droit de l'esquiver. Alors, le changer, non. Mais par contre, s'il veut le vendre, par exemple, pour un livre de business, c'est un peu compliqué, mais par exemple, pour de la fiction, si l'éditeur il veut vendre le texte à une série télé ou à un film ou une pièce de théâtre, c'est lui qui décide pour combien il la vend et à qui, etc. Donc, en fait, vous lui cédez les droits. Ah, c'est pas donc, c'est pas l'auteur qui accepte qu'on fasse un film sur son bouquin, c'est l'éditeur. Ouais. Alors, bien sûr, en général, les éditeurs demandent à l'auteur son avis, mais c'est l'éditeur qui décide. Donc, en gros, l'auteur de Harry Potter n'a pas dit oui pour qu'on publie un film. C'est la maison d'édition qui a dit OK. J.K. Rowling. Waouh. Donc, J.K., compliqué, quoi. Non, mais c'est poser la question quand même, par courtoisie, mais au final, celui qui vraiment décide, imagine que l'éditeur veuille et que J.K. Rowling ne veuille pas. En fait, c'est l'éditeur qui a le dernier mot. Mais c'est surtout que c'est pas elle qui vend, donc c'est pas elle qui touche la marge derrière, quoi. En fait, il touche 50-50, en gros. Ok, d'accord. Donc, en général, évidemment, quand on fait un film de votre livre, vous êtes plutôt content. Il y a cette chance que vous disiez, mais je veux dire, dans d'autres cas de figure, c'est quand même, il faut avoir conscience que c'est l'éditeur qui décide ce qui va arriver à votre texte derrière. Donc, par exemple, les traductions à l'étranger, c'est les éditeurs qui choisissent à qui ils le vendent. C'est eux qui décident s'ils font une version poche en petit format de votre livre ou pas. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Et donc, comme il est propriétaire du texte, ça ne l'intéresse pas que vous alliez le vendre vous-même ailleurs.
Donc, à partir de ce moment-là, vous ne pourrez pas le vendre en auto-édition et en contrat d'édition. Et est-ce qu'il peut te virer au bout d'un moment, c'est-à-dire dire j'arrête les ventes parce que ça ne vend pas assez ou je sais pas, et là du coup tu es coincé parce que tu étais parti avec cet éditeur, il dit je sais pas, il n'y a pas assez de ventes, j'arrête. Toi tu peux pas derrière continuer la vente de tes bouquins, quoi. Alors il y a plusieurs choses. Alors déjà quand on signe un contrat d'édition, on le signe sur une durée limitée, c'est-à-dire qu'on ne cède jamais ses droits ad vitam aeternam. Okay. En général c'est 7 ans ou 10 ans je crois au niveau de la cession des droits. Donc de toute façon, il y a un moment où l'auteur récupère ses droits. Donc soit le contrat d'édition continue de manière tacite comme ça l'est pour tout un tas de choses parce que ça fonctionne bien, mais l'auteur ou l'éditeur unilatéralement peuvent décider d'arrêter le contrat à la fin de la durée qui avait été annoncée au départ. Okay. À ce moment-là, l'auteur récupère ses droits, il peut choisir soit de chercher un autre éditeur, soit effectivement de l'auto-publier à partir de ce moment-là. Ça s'est déjà vu des auteurs qui récupèrent leurs droits pour ensuite auto-éditer le même livre. Ok, génial. Ouais, donc finalement, tu peux faire édition puis auto-édition ou auto-édition puis édition. Tu peux faire... Je peux faire les deux, mais pas en même temps. Pas pour un même livre. Après, il y a des auteurs qui font de l'auto-édition et de l'édition en même temps, mais pour des livres différents. Oui. Ils ont trouvé un éditeur pour tel livre, donc c'est cool, ils ont un contrat. Et puis pour tel autre, soit ils n'ont pas trouvé d'éditeur, soit ils veulent eux-mêmes tester l'auto-édition, mais pour un autre texte. Et à ce moment-là, ils peuvent le faire. Si nous, par exemple. Voilà, comme ça. Si nous, par exemple, on a envie d'écrire un livre, comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué? Comment il faut s'y prendre déjà techniquement pour écrire un livre, à part prendre un stylo et écrire? Enfin, je veux dire, ça doit être un petit peu plus compliqué que ça, j'imagine. Même un ordi, je pense. Un ordi, peut-être. T'as mal à la main. Non, mais est-ce que tu as des petits trucs, des petites astuces à nous partager déjà sur, la rédaction, comment on fait, des petits tips. Et après, j'ai une deuxième question, c'est que quand on écrit un livre, j'imagine qu'il y a la page de couverture à faire. Est-ce qu'il faut faire appel à un graphiste, l'imprimeur, enfin tout ça, quoi. Comment ça marche? Oui. Alors, sur la partie... Ouais. Là, ça fuse. Là, je me dis, OK, on commence par ça, après on fait ça. Non, effectivement. Alors, pour la partie rédactionnelle, pour le coup, c'est très variable en fonction de ce qu'on écrit. Si on se lance sur un livre plutôt, effectivement, business, c'est différent d'un roman. Parce qu'on ne va pas écrire de la même façon, on ne va pas structurer le récit de la même façon, on ne va pas avoir le même ton non plus. Par exemple, de la fiction, je ne sais pas moi, je peux l'écrire au passé simple et parler comme en 1500 et quelques si mon action se passe à ce moment-là. Dans un livre business, il va falloir que je trouve le ton qui soit suffisamment proche de mes lecteurs sans être pour autant trop familier non plus. Donc, il faut trouver un juste milieu. Okay. L'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je veux dire à mon lecteur? Qu'est-ce que je veux qu'il ait compris à la fin de mon livre? À la fin de la lecture, est-ce que je veux qu'il ait une prise de conscience? Est-ce que je veux qu'il sache faire quelque chose? Est-ce que je veux qu'il puisse mettre en pratique quelque chose? Est-ce que, voilà, il faut savoir quelle est la finalité de ce livre. Et ensuite, il faut le structurer. Je pense que la structure d'un livre peut être assez similaire à la structure d'une formation, dans le sens où il y a une introduction, différents chapitres, une conclusion. Il faut juste que ce soit logique dans le déroulé, pas forcément chronologique, pas forcément dans l'ordre, mais il faut qu'il y ait une logique. Il faut que la personne, quand elle lise le livre, elle ait l'impression d'évoluer à la lecture. J'ai un exemple qui me vient en tête. Je suis en train de travailler sur un livre d'apprentissage de l'anglais. C'est une ancienne prof d'anglais qui est devenue youtubeuse et qui veut sortir un livre de méthode d'apprentissage un petit peu différente de tous les assimiles, etc. qu'on trouve aujourd'hui en librairie. Et donc, elle s'est posé la question, qu'est-ce que je veux qu'ils aient comme compétences à la fin? Et en fait, son truc, c'était de se dire, je veux pas qu'ils aient des compétences grammaticales, quelque chose d'absolument parfait. Ce qu'elle veut, c'est qu'ils aient gagné confiance à l'écrit. Donc, en fait, elle a trouvé un concept qui lui permet de faire ça, qui n'est pas de l'apprentissage basique avec, je sais pas moi, de la conjugaison et du vocabulaire, mais qui est des exercices en fait à faire au quotidien, sans pression justement grammaticale, etc., pour arriver à ce résultat. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est le résultat auquel on arrive quand on a fini la lecture du livre. Après, sur la rédaction, j'ai pas vraiment de conseils à donner parce que ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de ce qu'on fait, c'est très variable. Le conseil que je peux donner, c'est de se donner un temps donné pour écrire le livre. Ok.
pas trop court parce que c'est impossible d'écrire un livre en un mois, personne n'y arrive, ou alors, alors il n'est pas bon. Mais il ne faut pas non plus se laisser un an parce que sinon peut-être qu'on se laisse prendre par le reste. Mais avoir une temporalité, ça peut permettre justement d'être carré sur ce qu'on fait et de se donner des objectifs un peu plus atteignables. Sur la rédaction, c'est tout ce que je pourrais dire. Okay. Après, je ne sais plus quelle était ta deuxième question. Ma deuxième question, alors c'était plutôt sur les aspects techniques du bouquin. Parce que le bouquin, c'est un produit physique. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Oui, tout à fait. Sur l'aspect effectivement produit en fait du livre, bien sûr, il y a le contenu qui va intéresser les gens, mais il faut que déjà sur la forme, ce soit irréprochable. Il faut que le livre il soit attirant, qu'il soit beau, qu'il soit bien fait, puisque c'est ce que vont voir les gens en premier. Hein. C'est le résumé du livre et la couverture. Donc, moi, je conseille toujours aux gens de faire appel à des professionnels pour la couverture. Okay. Pour la correction, parce qu'il n'y a rien de pire que de commencer un livre qui est bourré de fautes. Voilà, et puis, on n'est pas sûr du sérieux, honnêtement, de l'auteur quand on commence à lire un livre qui est plein de fautes. La mise en page aussi, mine de rien, est assez importante parce qu'il faut que le livre il soit absolument lisible. Et des fois, il y a des règles assez simples, hein, mais qu'on ne connaît pas en fait quand on n'est pas du métier et qui rendent le texte aéré, lisible, logique. Et ça, c'est important de le faire correctement. Donc, ça peut être intéressant de faire appel à un professionnel pour ça aussi. Couverture, correction, mise en page. Parfois, la promotion, ça dépend si on est à l'aise avec ça ou pas. Ça peut être intéressant aussi de savoir mettre en avant son livre au niveau des visuels, etc. C'est pas évident. Moi, j'ai des auteurs qui viennent me voir avec des livres, avec ce qu'on appelle des argumentaires de vente, donc un document commercial en fait, sur lequel ils ont mis une petite photo du livre comme ça, mais alors c'est assez mal fait, c'est pas très logique. Le livre, il est petit comme ça, sur une feuille A4, et il y a plein de choses comme ça qui, moi, me donnent pas envie, par exemple. Et ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à faire aussi, tout simplement, pour vendre son livre. Donc oui, pour ça, effectivement, pour tous ces aspects-là, je pense que c'est très important de faire appel à des professionnels parce que votre livre, il doit refléter qui vous êtes, ce que vous faites et du mieux possible. Et c'est un produit qui va faire votre promotion, donc vous devez avoir un produit irréprochable. Dans l'immobilier, on a des personnes qui proposent du clé en main. C'est-à-dire que tu as un seul contact et pas 10 millions à contacter les uns après les autres, faire attention au délai, puis savoir où est-ce que tu en es dans la chronologie du projet aussi. Parce que bon, peut-être qu'il y a une chronologie bien précise à suivre. Hein, quand tu écris un livre, bon, tu as le texte, après la mise en page, la couverture. Quand tu fais ça, en fait, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a du délai? Est-ce qu'il y a une personne clé, est-ce que ça existe, qu'on peut contacter et qui se charge de faire le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre du projet, en fait. Ouais, c'est Bibi. Non, plus sérieusement, en toute honnêteté, il n'en existe pas beaucoup. C'est-à-dire que très souvent, les auteurs auto-édités, ils sont très seuls dans leur projet. Donc, ils sont obligés de chercher par eux-mêmes beaucoup de contacts. C'est pas évident. Parce qu'on ne sait pas toujours à qui faire confiance, on ne connaît pas exactement ce qu'il faut demander non plus, par exemple. Oui. On contacte un imprimeur, il va poser plein de questions hyper techniques. Oui, alors sur le grammage du papier, oui, mais pour la couverture, on est sur tel papier. C'est vrai que tout de suite, ça peut déstabiliser parce qu'on n'a pas les connaissances. Donc, bien sûr, en discutant, en posant des questions, c'est des gens qui sont très gentils, qui vont vous répondre. Mais ça prend un temps fou. On fait aussi forcément des petites erreurs. Ça m'est arrivé avec des auteurs qui m'ont envoyé le texte pour faire une mise en page et qui m'ont fait des corrections après la mise en page. Ah oui. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quand on fait des corrections, tout bouge oui. au niveau de la mise en page. Donc, en fait, j'ai dû faire le travail 2 fois. Donc, c'est des petites choses comme ça. Effectivement, quand on est tout seul, c'est faisable. Il y en a plein qui arrivent parce qu'ils ont une ténacité. Ils vont chercher les bonnes personnes au bon endroit. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Moi, c'est l'idée que j'ai eue il y a 1 an et demi maintenant, avec tous ces auteurs qui me posaient des questions de manière un petit peu aléatoire, soit entre 2 clients à la librairie, soit par mail, soit des amis qui me disaient « Ah, moi, je suis intéressée par ça, mais je ne sais pas par où commencer ». Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et effectivement, avec l'expérience dans le milieu du livre, en édition et en librairie que j'ai eue, je me suis lancée dans l'accompagnement de ces auteurs. Donc, effectivement, à partir de la finalité du manuscrit, une fois que le livre est écrit, jusqu'à la publication et à la vente,
j'accompagne des auteurs dans toutes ces étapes, dans le bon ordre, avec les bonnes personnes, les bons professionnels. Ça, c'est effectivement la grosse partie de mon travail. Il y a quelques autres personnes qui le font aussi, mais on est très peu. Finalement, les auteurs sont très souvent seuls dans ce chemin-là. Ok, top. Super. Comment on peut te contacter, du coup? S'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont envie d'écrire un bouquin, comment elles font te contacter? Alors, le plus simple, c'est le mail. On mettra probablement toutes les infos en barre d'infos, mais je le répète quand même, c'est horizon.coaching13@gmail.com. Je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram essentiellement. Je suis pas toujours très active, mais je suis réactive par contre. Donc n'hésitez pas à me contacter, même pour une simple question, parce que des fois il ne s'agit pas forcément de faire un accompagnement global, mais juste d'orienter les gens. Voilà, on a un manuscrit qui est fait, on ne sait pas par où commencer. Des fois, il faut juste démarrer, en fait, juste sauter le pas. Et juste pour ça, ça peut être intéressant de me contacter. J'en profite du coup pour en parler maintenant parce que ça me paraît opportun. Pour les gens qui ont besoin effectivement d'être orientés, mais qui ne veulent pas d'accompagnement sur la longueur, parce qu'effectivement c'est quand même un engagement qui est assez important. J'ai préparé donc une formation en ligne qui reprend en fait ce que je fais en accompagnement, donc avec toutes les étapes dans 14 modules différents qui vont vraiment du marché du livre en général à la publication et la fabrication en fait étape par étape. Donc c'est une formation qu'on peut retrouver dès aujourd'hui en fait sur mon site internet et sur mes réseaux sociaux et qui va permettre du coup aux auteurs qui veulent quand même éditer leur livre mais qui tiennent à leur liberté, à leur indépendance et à faire les choses tout seuls, parce que quand même c'est très gratifiant, c'est vrai, d'y avoir accès quand même. Voilà. Ok, génial. On mettra le lien juste en dessous. Et écoute, je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé. C'était très riche. C'était un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais c'était hyper intéressant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ponts finalement entre là, toujours on se dit l'entrepreneuriat et l'investissement, que c'est deux choses qui sont vraiment liées, parce qu'on retrouve les mêmes démarches, de faire les choses pas à pas, dans l'ordre, avoir les bons contacts. Ouais, c'est ça. Et puis avoir la vision long terme du projet, la chronologie, parce que sinon tu fais les trucs dans le mauvais ordre et tu te fais retoquer à chaque fois. Et ça coûte cher ou de refaire deux fois. Donc c'est vraiment super intéressant. Merci Judy. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, c'est avec plaisir. Je dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt, merci pour cette opportunité.